Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Il est midi. Bienvenue dans votre journal à la une de ce jeudi 23 mai. Les préparatifs pour la saison estivale, les dispositions d'accueil de notre communauté établie à l'étranger ou encore le projet de loi des assurances sont là entre autres principaux axes. Abordé lors du Conseil des ministres tenu hier et présidé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale. Et l'Algérie se rappelle de l'histoire de son activité sismique avec notamment les grands séismes qui ont frappé Boumerdès ou encore Chlef. Depuis, de grandes avancées ont été enregistrées dans le domaine de la construction antisismique, un thème au cœur d'une conférence à Alger qui a réuni les experts dans le domaine. Les précisions dans un instant. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège s'ajoutent à la liste des pays qui reconnaissent l'État de Palestine, une réaction qui a provoqué de vives réactions au niveau de la scène internationale, saluant cette prise de position, suscitant la fureur de l'entité sioniste qui continue de mener ses massacres dans la bande de Gaza soumise à une agression continue pour le 230e jour consécutif. Et le Tour d'Algérie cycliste prendra fin demain avec le Grand Prix international de la ville d'Alger. Après avoir sillonné 10 wilayas en 10 jours, faisant halte sur le moment fort de ce tour à la fin de ce journal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. Tenu hier du Conseil des ministres présidé par Abdelmajid Tebboune, président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Les préparatifs pour la saison estivale et les dispositions d'accueil de notre communauté établie à l'étranger ou encore le projet de loi des assurances sont là, entre autres points abordés lors du Conseil des ministres. Il a été également question du suivi de l'état d'avancement des projets de réalisation de silos de stockage de céréales et le déploiement de la fibre optique. Plus de précisions avec Malika Bellal. Au menu de ce Conseil des ministres, les préparatifs pour la saison estivale et les dispositions d'accueil de notre communauté établie à l'étranger. À ce propos, le président de la République a ordonné l'installation d'une commission nationale de facilitation des investissements dans de nouvelles structures touristiques, notamment dans les régions côtières qui connaissent un manque en la matière et qui disposent d'atouts touristiques naturels. Dans cette même optique, le président de la République a ordonné de réviser les prix pour qu'ils soient à la portée des familles algériennes, en plus de l'application rigoureuse de la loi à l'encontre de toute forme de courtage saisonnier au niveau des plages. Concernant le projet de loi des assurances, le président de la République a ordonné le report de l'étude du dit projet en vue d'une organisation plus précise, affirmant que ce projet de loi devrait être exempt de lacunes pour éviter les méthodes utilisées par le passé au détriment du trésor public et inclure une exigence de résidence sur le sol algérien pour les propriétaires des sociétés d'assurance. Concernant le suivi de l'état d'avancement des projets de réalisation de silos de stockage de céréales, le président de la République a souligné la progression positive des travaux, insistant sur l'importance d'achever l'ensemble des travaux dans les délais impartis. Abordant le dossier du déploiement de la fibre optique, le président Tebboune a souligné la nécessité de poursuivre la progression constante dans l'achèvement du raccordement national à la fibre optique. Le président de la République a enjoint au ministre de l'Industrie d'engager la production locale de fibre optique. Le président de la République a par ailleurs salué les efforts consentis sur le terrain pour la concrétisation du projet de la mine de Garage-Bilet et de la ligne ferroviaire minière Béchar-Tindouf-Garage-Bilet. Le président de la République s'est également exprimé concernant le projet de la mine de phosphate de Bled el-Hadba et de la ligne ferroviaire Bled el-Hadba-Oued Kibrit, port de Annaba. Il s'est dit satisfait de la cadence des travaux qui se poursuivent sans arrêt, permettant la livraison du projet dans les délais impartis et son entrée en exploitation. Et comme évoqué par Malika Bellal dans ce compte rendu au cœur de ce Conseil des ministres, le projet de la ligne ferroviaire Garage-Bilet Tindouf-Béchar
Et pour mener à bien cet énorme projet à la grande portée économique, travaillant en 3 shifts, tous les moyens humains et matériels ont été déployés dans le but de livrer dans le délai imparti ce projet. Nous dit Bedia Amarni d'après le reportage de Fatma Zohra Ben Farjela. Regardez. Les travaux du projet de la ligne ferroviaire Garaj-Bilet-Tindouf-Béchar connaissent une très bonne cadence, notamment au niveau de la gare des voyageurs. Nous travaillons en système 3x8 pour livrer le projet à temps. Nous sommes satisfaits du fait que les entreprises qui réalisent ce projet emploient de la main-d'œuvre locale. Ce chantier à ciel ouvert avance à un rythme soutenu, notamment les infrastructures de base. Et malgré la chaleur, les employés s'attellent à accomplir leurs tâches. Le défi est donc relevé par les entreprises nationales pour livrer ce projet d'envergure dans les temps prévus. Ingénieurs, techniciens ou simples ouvriers, les entreprises nationales s'emploient à réaliser cette infrastructure avec précision et beaucoup de technicité. Par ailleurs, et en qualité d'envoyé spécial du président de la République, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, est arrivé hier soir à la capitale sénégalaise Dakar, porteur d'une lettre du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à son frère, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts visant à donner un nouvel élan aux relations historiques qui lient les deux pays et peuples frères et consolider davantage leur engagement commun en vue de contribuer à relever les défis régionaux et continentaux actuels, répondre aux aspirations et ambitions du continent africain en termes de sécurité, stabilité et développement. Rappelez-vous, il y a 21 ans, Boumerdès est frappé un 21 mai par un fort séisme qui aura fait plus de 3000 morts. La malheureuse expérience a poussé les plus hautes autorités algériennes à actualiser la réglementation dans le domaine du bâtiment, notamment les méthodes de construction s'appuyant sur un nouveau système de construction antisismique. Un système actualisé, celui de 2024, offre un moyen efficace pour les ingénieurs algériens pour construire des ouvrages et des immeubles résistants aux aléas de la nature. Reportage, Ouidet Zerdoum, commentaire Bader Amarni. Ces images nous renvoient au tremblement de terre de 2003 qui a secoué la wilaya de Boumerdès. Depuis, de grandes avancées ont été enregistrées dans le domaine de la construction antisismique. Un système performant a été mis en place qui permet la protection des infrastructures réalisées dans le bâtiment, notamment les grands ouvrages. Depuis 11 ans, des spécialistes se sont penchés sur cette problématique. Aujourd'hui, nous avons réussi à mettre en place un système antisismique aux normes internationales. Ce système permettra de réduire le risque sismique. Il constitue un outil efficace dans la réalisation des ouvrages. Le nouveau siège du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville est en phase de construction. Il est réalisé conformément à la nouvelle réglementation antisismique et dans un style architectural algérien et arabo-musulman. La technique de réalisation est une première puisque tous les travaux sont réalisés en même temps. Béton, électricité, gaz et même les vitres de la façade. De nombreuses techniques sont utilisées pour réduire le risque sismique, entre autres la boîte rigide et les murs de soutènement. Nous avons utilisé des matériaux locaux et une main-d'œuvre algérienne. Le nouveau système de construction antisismique 2024, adopté en Algérie, permettra de renforcer les ouvrages réalisés dans le secteur de l'habitat. Les ingénieurs en génie civil et les architectes peuvent désormais l'appliquer pour permettre une meilleure résistance des bâtiments et des autres infrastructures. Et qu'en Suisse, selon des normes antisismiques, les travaux de réalisation du stade de Douéra vont bon train avec un rythme soutenu afin de livrer le projet selon les délais contractuels. Avec des méthodes d'ingénierie avancées et résistantes au séisme, ce stade sera le nouveau temple du Mouloudéa d'Alger. Reportage Hanel Borayo, récit Sarah Derbel.
Il est l'un des plus grands projets réalisés au profit de la jeunesse algérienne. Le stade de Douira devient ainsi la deuxième infrastructure de football la plus puissante d'Afrique. Baptisé au nom Ali Ammar, connu sous le nom de Ali Lapointe, le stade de Douira peut accueillir 40 000 spectateurs. Il comprend une aile présidentielle et un centre de contrôle dont les travaux extérieurs sont terminés. نسبة الأشغال بلغت حاليا 90%. مجهز لاحتضان مباريات. Le taux de réalisation des travaux a atteint les 90%. Il peut accueillir des matchs internationaux approuvés par la FIFA. Il est composé de plusieurs espaces, dont le terrain principal et 2 terrains d'entraînement dotés de gazon naturel. Il est également équipé d'un pôle énergétique pour répondre aux divers besoins du stade. Ce stade est construit selon des normes antisismiques, divisé en 2 parties. Le niveau supérieur responsable de la fixation et du soutien de la structure civile en acier et le niveau inférieur chargé de la fixation et de la stabilité de la construction en béton. Plus de 800 travailleurs déploient tous les efforts pour terminer les travaux dans les délais prévus. L'entrée principale de ce stade est ornée d'une fresque murale qui représente le logo du Mouloudia d'Alger et l'histoire de la création de ce club de football historique. Le sol est recouvert de pierres volcaniques et de granit de type galaxie. Une mosaïque de pierre décore le stade avec des matériaux fabriqués en Algérie. La pelouse du stade est en gazon naturel et les gradins sont conçus pour garantir le confort aux supporters qui auront droit à un écran géant dont seul le stade de Douira est équipé. Nous sommes heureux que ce stade soit dédié au Mouloudia. C'est de bon augure pour nous. On remercie le président de la République, le geste les darou, parce que c'est le seul qui m'a aidé. Cette réalisation sportive, structurée avec des caractéristiques techniques et artistiques, qui répond aux aspirations de la jeunesse algérienne, passionnée de football. Et au volet international, comme je l'évoquais en titre, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège s'ajoutent à la liste des pays qui reconnaissent l'État de Palestine. Une réaction qui a provoqué de vives réactions au niveau de la scène internationale, saluant cette prise de position, suscitant la fureur de l'entité sioniste qui continue de mener ses massacres, son génocide dans la bande de Gaza soumise à une agression continue pour le 231e jour consécutif. Plus de précisions avec Yasmine Msoudi. La décision de l'Espagne, de l'Irlande et de la Norvège de reconnaître l'État de Palestine a provoqué de vives réactions au niveau de la scène internationale. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le refus d'une solution à 2 États ainsi que le déni du droit à un État pour le peuple palestinien était inacceptable. Pour sa part, le président américain Joe Biden a fait état de plusieurs types de solutions à 2 États afin d'ouvrir le spectre des possibles. Les États-Unis restent le premier fournisseur d'armes de l'entité sioniste et leur allié inconditionnel. Quant au chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, il a plaidé en faveur d'une solution à 2 États afin de créer les conditions d'une paix durable dans la région. Josep Borrell a dit souhaiter travailler à une position commune des 27 après la reconnaissance de l'État de Palestine par 2 États membres de l'Union européenne, à savoir l'Espagne et l'Irlande. Le ministre des Affaires étrangères colombien a annoncé son intention d'ouvrir une ambassade à Ramallah, dans les territoires palestiniens. Une déclaration qui intervient après l'annonce des 3 pays européens de leur décision de reconnaître l'État de Palestine. Des déclarations qui ont suscité la fureur de l'entité sioniste, qui continue de mener ses massacres dans la bande de Gaza, soumise à une agression continue pour le 230e jour consécutif. Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans de nouveaux bombardements qui ont visé diverses zones de l'enclave palestinienne. Tôt ce matin, des civils palestiniens ont fait état de frappes à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, tandis que d'autres ont relevé d'intenses bombardements au centre de Gaza, portant le bilan à plus de 35 000 martyrs et 79 000 blessés. Et de son côté, la Cour internationale de justice, c'est la plus haute juridiction de l'ONU, a annoncé aujourd'hui qu'elle se prononcera demain sur une requête de l'Afrique du Sud d'ordonner à l'entité sioniste un cessez-le-feu à Gaza
La juridiction saisie fin décembre par l'Afrique du Sud pour génocide n'est pas allée jusqu'à ordonner un cessez-le-feu. Or, pour Pretoria, l'évolution de la situation sur le terrain, notamment l'opération à Rafah, nécessite une nouvelle ordonnance de la CIJ. Pretoria a déclaré lors d'audience la semaine dernière que le génocide commis par l'entité sioniste avait atteint un niveau horrible, évoquant notamment des fosses communes, des actes de torture et un blocage d'aide humanitaire. Et le service de lutte anti-mine des Nations Unies, UNMAS, dans un rapport publié mardi, indique que près de 150 engins explosifs ont été détruits et recensé 13 zones dangereuses, soit plus de 444 000 mètres carrés de terrain à nettoyer environ 12 002 km de routes déclarées sûres dans les territoires occupés du Sahara occidental pour l'année 2023, pour faciliter notamment les déplacements des observateurs militaires de la MINURSO et d'autres membres du personnel et du matériel de la mission. Le rapport indique en outre que 32 enquêtes techniques ont été menées à l'ouest du mur de la honte pour aider les observateurs militaires de la MINURSO à exercer leurs fonctions de surveillance et de reporting sur les violations du cessez-le-feu. Le service de lutte anti-mine a cependant relevé dans un autre rapport la présence avérée de mines terrestres dans les zones immédiates autour du mur du sable, soulignant la nécessité de soutenir la capacité nationale de lutte contre les mines pour faire face à la menace des munitions explosives. Et la rue marocaine enflammée, alimentée par la grogne populaire qui est de plus en plus importante en raison, entre autres, de la hausse vertigineuse des prix et la baisse du pouvoir d'achat des ménages, en tête des raisons de ces manifestations régulières. Une nouvelle augmentation du prix du gaz alimente de nouveau la flamme de la colère. Malika Bellal. Le Maroc est au bord de l'implosion. La situation socio-économique et politique est en constante dégradation, mettant le Marzin au pied du mur. Le pouvoir d'achat des Marocains est arrivé à un seuil critique. Cette fois-ci, c'est le prix du gaz butane qui a connu une augmentation depuis le 20 mai 2024, suite à la décision du gouvernement de décompenser partiellement la subvention accordée à ce produit. Une mesure qui met à mal le portefeuille des ménages. Il n'y a pas que le gaz. Depuis quelques années, nous avons remarqué une augmentation dans pas mal de produits de première nécessité, le logement aussi, les impôts, l'électricité. Je suis veuve et j'élève seule mes 3 enfants qui ne travaillent pas. La pension que je touche ne me permet pas d'acheter des produits de première nécessité. Les fruits et légumes sont hors de prix, la viande est intouchable. Et maintenant, le gaz butane. Il faut penser aux pauvres malheureux que nous sommes. Concrètement, le prix de la bonbonne de gaz butane de 3 kg coûtera désormais 25% plus cher. Le prix de la bonbonne de 12 kg passera de 40 à 50 dirhams. Je n'arrête pas de penser aux familles marocaines qui sont déjà dans le besoin. Cette hausse de 25% est vraiment significative. C'est un coup dur pour de nombreuses familles, surtout avec l'approche de l'Aïd. Le gaz est devenu aujourd'hui une nécessité pour le citoyen marocain. Il est indispensable dans la vie quotidienne. Le pouvoir d'achat des foyers marocains qui souffrent déjà de la cherté de la vie sera laminé encore plus. Le chef du gouvernement tente de justifier ces flambées de prix par une prétendue meilleure gestion et distribution des aides sociales entamées par son gouvernement. Coupable de gravissimes conflits d'intérêts et avec sa société Aqua, versée dans la distribution et la commercialisation d'hydrocarbures, Aziz Arnouch cache derrière ces faux prétextes sa quête de bénéfices encore plus importants au détriment des malheureux sujets marocains. Ces derniers, crevant littéralement de faim, subissent également l'humiliation de la trahison du Marzin et ont du mal à avaler cette amère pilule. Il ne manque aucune occasion de crier leur colère. Un soulèvement populaire généralisé se précise donc de plus en plus. Retour chez nous, un mot de sport. Et après avoir sillonné 10 villes en 10 jours, le Tour d'Algérie cycliste prendra fin demain avec le Grand Prix international d'Alger, ou l'étape d'Alger. Le directeur technique national de la Fédération algérienne de cyclisme juge le bilan des coureurs positif et mérité. De son côté, l'envoyé spécial de Canal Algérie, Sidi Ahmed Bouraïb, revient dans ce compte-rendu sur le moment fort de ces 10 étapes. Regardez.
Pendant 10 jours, les 10 wilayas concernés par le Tour d'Algérie 2024 ont vibré au coup de pédale des 96 coureurs en lice. Sur le plan sportif, les cyclistes algériens étaient au rendez-vous, notamment Hamza Yassine, vainqueur de 4 étapes, en plus du maillot vert. Son coéquipier Nassim Saïdi attendra la toute dernière étape pour endosser le tant convoité maillot jaune. Sur le plan organisationnel, tout était parfait, en plus de l'engouement populaire qui a accompagné les coureurs où qu'ils soient. Une belle aventure qui s'achève. La Petite Reine vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 25e édition. Une 25e édition qui sera marquée par le Grand Prix international ou l'étape d'Alger. Demain, soyez au rendez-vous. Voilà qui termine ce journal préparé par Kalima Ifa et Naïma Hawish, réalisé par Mohamed Elias Taïeb. Tout de suite, les nouvelles du ciel signées Mina Abed. Bon appétit si vous êtes à table. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour l'édition de 19h. À tout à l'heure.